Jusqu'à 1h sur Europe 1. Anne Cazobon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la Libre Antenne. Et si ce soir, on gagnait un peu de temps, qu'en dites-vous ? Au fond, on n'est riche que de ça, du temps dont on dispose ou dont on croit disposer. Alors voici la liste des 8 choses à bannir de votre vie pour gagner un peu de temps. Numéro 1, regarder la télévision. Numéro 2, être en couple avec quelqu'un juste parce que vous vous ennuyez ou que vous vous sentez seul. Numéro 3, essayer de résoudre les problèmes de tout le monde. Numéro 4, toujours essayer d'avoir le dernier mot dans une conversation. Numéro 5, faire quelque chose à contre-cœur pour satisfaire tout le monde, sauf vous. Numéro 6, constamment vous plaindre au sujet de quelque chose que vous auriez déjà pu changer. Numéro 7, créer des problèmes là où il n'y en a pas pour éviter de regarder vos vrais problèmes en face. Et numéro 8, essayer de rendre quelqu'un amoureux de vous alors qu'il ou elle n'est pas intéressé. Voilà, en arrêtant de faire tout cela, vous allez gagner un temps fou et précieux et donc sûrement en trouver pour nous appeler ce soir au 39 21. D'autant plus qu'au standard, ce sont Amandine et Thomas qui vous attendent de pied ferme. Vous pouvez réagir tout au long de l'émission et nous envoyer des messages par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Enfin, pour ceux qui préfèrent le clavier, vous pouvez vous rendre sur europe1.fr à la page de l'émission de la Libre Antenne et nous envoyer un courriel. Cette émission est réalisée de main de maître par Charles Westrelin jusqu'à 1h. La Libre Antenne, c'est parti. Vos problèmes nous intéressent, mais vos solutions encore plus. Europe 1. Anne Cazobon. Et on va débuter cette émission avec vous, Claudia. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir, Claudia ? Oh ben, comme tous les soirs. C'est-à-dire ? Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. J'écoute sur France Musique la retransmission du Festival de Marciac en direct. Oh, c'est formidable. Vous aimez le jazz ? J'avais l'habitude d'y aller tous les ans quand j'habitais le Sud-Ouest. C'est là que j'en arrive à mon problème. J'ai quitté ce Sud-Ouest auquel j'étais très attachée et très organisée pour me rapprocher de une famille très étriquée finalement. Hein. Un enfant et trois jeunes enfants, ados. Bon. C'est pas une réussite, donc je me suis délocalisée, je me suis complètement démolie. Vous avez quitté, alors pour bien comprendre, vous avez quitté votre région d'attache, le Sud-Ouest, pour vous rapprocher de votre enfant et de vos petits-enfants. Voilà. Mais c'est une bêtise, et d'ailleurs je ne suis pas la seule à le penser, parce que il m'arrive d'en discuter avec d'autres personnes qui me disent « Ah oui, c'est la chose à ne pas faire, parce que les temps ont changé, les petits-enfants en question, ados ou pré-ados, sont scotchés aux ordinateurs, scotchés aux jeux vidéo, enfin ils sont scotchés partout. » Voilà. Aux écrans, en tout cas. Donc je ne pourrais jamais m'y faire. Et puis finalement, rien ne les intéresse à part ça. Les écrans, bon, c'est le truc du siècle. Hein. Moi, je me sens complètement en dehors de tout ça. Bon, oui, c'est compliqué, contre, c'est compliqué. Les festivals de musique, ça m'intéresse. Eux, ça les intéresse pas. Oui, Alors finalement, je me dis, qu'est-ce que je fais là ? Comment faire maintenant ? Voilà, j'ai complètement fait fausse route et ça m'est très difficile. J'ai une nostalgie du Sud-Ouest terrible. Qui a choisi, qui a proposé et initié ce déménagement ? Qui a initié ce déménagement ? Est-ce que c'est une demande de votre fils ou votre fille ? C'est vous qui avez choisi ? C'est comme ça, c'est un accord mutuel. Il n'était pas ni pour ni contre. Non, j'étais très bien acceptée dans sa tête. Mais pour bien comprendre, Claudia, Claudia, pour bien comprendre, c'est vous qui avez proposé, voyant que vous aviez des petits-enfants, de vous rapprocher de votre famille. Vous vous êtes dit, une grand-mère, elle a sa place à côté de ses petits-enfants. Oui. Puis bon, mais c'est une erreur totale, parce qu'il n'y a pas de transmission. On n'est plus sur les mêmes longueurs d'onde.
En plus, ces fameux petits-enfants, c'est pas une famille unie, c'est une famille complètement cassée parce qu'il y a eu divorce. Donc, les enfants, je leur en veux pas, c'est malheureux pour eux. Finalement, la garde alternée, tout ça, c'est compliqué. Ça ne facilite pas les rapports familiaux. Quand vous avez déménagé, ça remonte à quand d'ailleurs ce déménagement ? Ça remonte à 4 ans. Il y a 4 ans, donc les enfants étaient plutôt dans des âges primaires, à l'école primaire, jeune, collège. Oui. D'accord, donc déjà à cet âge-là, vous aviez, en tout cas, les écrans étaient peut-être un peu moins présents. Vous avez peut-être déjà pu tisser un lien un peu plus fort à ce moment-là. Non, les écrans étaient déjà là et surtout la garde alternée, ça ne facilite pas les choses parce que chaque semaine, la valise, vous voyez, c'est très traumatisant pour les enfants. Finalement, ça les perturbe beaucoup. Bon, là, moi, je pose jamais de questions et je m'immisce pas dans cette vie. Il y a quelque chose de cassé, de toute façon, même en ce qui concerne leur père, qui est mon fils. Voilà, ça me fait beaucoup de peine finalement, parce que en étant à 400 bornes au sud-ouest, je ne pouvais pas voir de si près des choses qui ne vont pas. Oui, c'est ça vous a rapproché de la réalité. Ça m'a rapproché d'une réalité qui n'est pas joyeuse du tout. Du tout, parce que finalement, il a sa vie, il fait ce qu'il peut, il est débordé, et puis il a sa vie, je ne participe pas vraiment. Non, finalement, je suis là, j'ai aucune vie sociale, et ça me manque terriblement. Est-ce que par rapport au moment où vous étiez dans le sud-ouest, donc à 400 km de là, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en étant bien plus proche de votre famille, vous êtes plus présente? Parce que parfois, finalement, la distance n'y fait rien. On peut avoir vraiment une qualité de temps privilégiée avec ses petits-enfants, que ce soit au moment des fêtes de fin d'année et pendant les vacances, mais ça n'est pas parce qu'on habite juste à côté et que potentiellement on peut les voir le week-end qu'on passera un temps privilégié. Ce que je m'étais organisée pour venir 3 fois par an, enfin grosso modo, et je passais une vingtaine de jours ou une dizaine de jours, j'en profitais beaucoup mieux et je ne me sentais pas dans cette solitude où maintenant finalement ce qui domine maintenant, c'est un sentiment de solitude parce que je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de relations, pas de vie sociale, et puis je n'aime pas la région. Bon, forcément, je ne sais pas si c'est que je n'aime pas la région parce que je suis dans cette situation-là, mais je pense aussi que la région n'est pas joyeuse du tout. Rien n'est très convivial dans cette région. Oui, en tout cas, ça n'est pas là que sont vos attaches. Est-ce que vous retournez régulièrement dans le sud-ouest ? Non, c'est très compliqué. C'est une région très mal desservie. Que vous disiez, je vais aller voir la mer, je vais aller en Bretagne. Faut prendre un train, un car, un bus, changer. Voilà. Vous voulez retourner dans le sud-ouest, c'est la même chose, c'est une catastrophe. Alors maintenant, moi, je suis attirée de nouveau toujours par le sud-ouest ou même par le sud, tout simplement, la frontière, les pays chaleureux. J'ai besoin de chaleur humaine. Je ne peux pas me supporter dans un pays comme ça où les gens sont... C'est la glaciation. Alors je me dis, c'est sauvage. Voilà. Alors j'entends vous parler de solitude, d'un manque de chaleur humaine. Est-ce que vous avez gardé des amis, même dans le sud-ouest, avec lesquels vous pourriez correspondre, vous appeler Les amis, oui. Enfin, les amis, moi, j'ai toujours retenu ce que m'avait dit mon prof de philo, et ça remonte à très longtemps, bien sûr. Tu n'auras d'amis que quand tu ne demanderas à ton ami que des conseils. Là, tu pourras considérer que tu as un ami. Et ça m'est resté gravé parce qu'en effet, je tiens à ne rien jamais demander, à compter sur moi-même. Et les relations, oui, très bien. Aller prendre un pot, sortir, aller au resto, discuter, très bien, oui. Mais surtout, ne pas croire que si on est très bien et qu'on a besoin de personne, on a beaucoup d'amis. Mais à partir du moment où déjà, là j'ai besoin de trouver un appart, je vais pas solliciter les amis. Ils sont tous, ce sont des relations, c'est tout. Ils sont installés, ils sont tous bien installés. Voilà, c'est tout. C'est pas moi que je vais pas m'abaisser à ce petit jeu, aller me plaindre. Non. De quoi est-ce que vous auriez besoin ce soir, Claudia ? Comment ? De quoi auriez-vous besoin ce soir ? Pourquoi nous appelez-vous ce soir ?
Pour vous dire que j'ai ce sentiment de solitude que je n'ai jamais autant ressenti. Je ne me suis pas sentie aussi seule et aussi le temps qui passe bêtement, pas intéressant, mais c'est du temps qui n'est pas rattrapable. C'est ça. Finalement, le fond du problème, c'est que j'ai l'impression que j'ai perdu 4 ans et que je continue chaque jour à me dire que tu perds encore un jour de plus. Et si vous mettiez le holà, et si vous arrêtiez tout cela, justement? Pourquoi? Et si vous déménagiez? Et si vous preniez votre responsabilité en vous disant finalement ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas? Oui, je l'ai dans l'idée, ça, mais j'ai essayé très vite. D'ailleurs, je me suis rendu compte assez vite, les premières semaines, que j'avais fait une bêtise. Et là, j'ai commencé à contacter. Mais c'est très difficile maintenant de retourner là où j'étais. C'est une ville magnifique, très demandée, très. Il manquait plus que la LGV pour faire que les loyers ont flambé, tout a flambé. Bon, et ça me paraît difficile. Retourner là d'où vous venez, mais aussi peut-être aller ailleurs. À chercher, à sauter sur l'occasion. Parce que les bons produits, comme m'a répondu une agence immobilière, j'ai déjà fait la démarche à plusieurs reprises. Un bon produit, madame, ça part dans la journée. Alors si vous êtes à 400 bornes, on ne va pas vous attendre. Mais donc vous êtes dans un projet quand même de déménagement. Vous avez envie de quitter l'endroit où vous êtes. Aussi au moins de voyage. Je voudrais au moins ne pas passer un été comme ça, loin de la mer, dans un coin où j'ai vraiment aucun attrait. Vraiment, là, je me sens vieillir. Alors qu'en fait, je suis pas. C'est pas le cas. Mais je sens que le temps qui passe est un temps précieux c'est complètement gâché. Alors évidemment, l'impression de solitude, bon, elle s'aggrave. Je rumine. Alors bon, ruminer, ça. Oui, ruminer, c'est quand on n'est pas dans l'action aussi, surtout. Là, j'entends votre voix, vous êtes extrêmement jeune, dynamique, vive, on vous sent pleine d'entrain et pleine d'envie, surtout. Qu'est-ce qui bloque ce passage à l'acte? Qu'est-ce qui bloque le fait que vous preniez un billet de train pour aller voir la mer? Pour retrouver un appartement, il faut partir, s'installer pendant minimum 1 mois, 2 mois. Et encore, on peut trouver quelque chose en 3 jours, comme en 3 mois, comme en 3 ans. Et c'est ça qui me fait peur. J'entends cette peur-là. Les déménageurs, il suffit de vider son livret A, on paye le déménageur et bonsoir. C'est pas ça qui m'effraie le plus, bien que ce soit quand même assez traumatisant. J'entends cette peur-là, Claudia, mais rien ne vous empêche, en attendant, en ayant lancé ce projet de déménagement, qui est un projet au long cours, évidemment, que c'est très rare de trouver la maison ou l'appartement de vos rêves très rapidement. Bien évidemment que vous allez lancer comme ça plusieurs fils à pêche auprès d'agences différentes, de sites internet en tout genre, mais rien ne vous empêche d'ici là de vous faire quelques petits week-ends à droite à gauche et de retourner voir vos amis qui, je suis sûre pour certains peuvent peut-être vous héberger le temps d'un week-end juste pour vous aérer aussi. Je ne demanderai jamais des choses comme ça à des amis ou à des relations. Du moins de retourner voir la mer et cette région dont vous parlez avec beaucoup de nostalgie, surtout faites-vous du bien. C'est ça. Et une solution qui m'avait été suggérée par une de mes cousines lointaines, qui se rendait compte qu'un déménagement, c'est quand même un gros morceau. Je l'ai fait avec beaucoup de courage parce que j'avais la motivation que je croyais être la meilleure. Je l'ai fait il y a 4 ans. J'ai dépensé mon capital énergie, parce que ça, c'est un truc qu'on ne peut pas acheter. Ça ne s'achète pas aux Galeries Lafayette, l'énergie. Alors bon, j'ai dépensé cette énergie. Maintenant, j'ai l'impression que j'en ai moins. Et parce que je suis dans la constatation, le sentiment d'échec, c'est un constat d'échec, c'est dur à porter. Et ce qui est dur, c'est que vous parlez vraiment en effet de fausses routes, d'échecs. C'était tu restes où tu es, puisque tu es déjà là, plus ou moins installé, et puis tu pars tous les 2 mois faire un petit truc à côté. Oui, pour vous au moins de toute façon, mais ce qui est intéressant, c'est que vous parlez vraiment de j'ai perdu 4 ans, de fausses routes, d'échecs absolus. Il y a quand même du bon dans ces 4 années où vous vous êtes rapproché de votre fils et de vos petits-enfants. Ça n'a pas été pour rien, surtout. C'était ma motivation qui était juste et bonne et généreuse. Mais ça a été pour rien quand même. Parce que ça ne change rien. Les rapports avec mes petits-enfants pouvaient être aussi bons en étant loin et en venant de temps en temps. Et quant à mon fils, il a sa vie, il est très mutique, très
bon, je ne pose pas de questions, je ne sais pas ce qu'il fabrique. Bon, En tout cas, vous avez prolongé le lien. Vous avez prolongé le lien avec vos petits-enfants, vous êtes rapprochés. Attentif, que je sens qu'il a souffert de ce divorce. Bon, il est quand même lui aussi cassé quelque part. Il n'y croyait pas à ce genre de truc. Bon. Oui, c'est ça aussi qui vous chagrine quelque part. C'est que vous avez l'image de votre fils qui se débat un peu dans sa vie en ce moment, visiblement, de ce que vous en dites. Et pour vous, c'est assez inconfortable de regarder, d'être aux premières loges pour voir ça. Je le saurais heureux, même avec quelqu'un qui ne m'aime pas, moi. Mais je le saurais heureux. Je me dirais, bon, je repars où j'étais, puis il est heureux, tant mieux. Mais de savoir quand même qu'il se débat, qu'il a quand même eu lui-même, il a quand même un échec. Il y a eu un échec pour lui. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est très douloureux pour moi de constater ça. Alors, et je n'y peux rien. Oui. C'est exactement ce que j'allais dire. Vous n'y pouvez rien. Non, je ne peux rien. Je ne peux que souhaiter, prier, me dire, oh là là, pourvu que ça s'arrange pour lui d'une autre façon. Bon. Quels sont vos liens avec lui ? Ils sont tendus. Mm-hmm. Il faut pas que quand il est avec les enfants, il est un très bon père. Il est joyeux quand il est avec ses enfants. Mais dès qu'on est en tête à tête, c'est pas très bon. C'est tendu. Il faut pas parler. Il faut pas poser de questions. Il faut pas. Il est pas. Bon, il n'est pas du Sud, d'abord, comme moi, et moi, je suis vaccinée au Sud. Ça, vous avez envie de chaleur et de soleil, on l'entend bien. Il y a Véronique qui nous a envoyé un petit SMS au 7 39 21 en commençant son message par le mot nuit. Elle nous dit, pourquoi ne pas louer en attendant de trouver l'achat qui convient ? C'est pas un achat. Non, j'ai pas les moyens. Vous cherchez une location ? Non, c'est une location. Je suis pas malheureuse du tout d'être en location. Ça me dérange pas. Bon, pour l'instant, mais ça va venir. Si vous avez lancé le projet et que vous vous y tenez sérieusement dans vos recherches, dans vos démarches, ça va venir, Claudia. Oui. Et puis, il faut peut-être que j'aille un petit peu prendre l'air de la mer. C'est ce que je me dis. Mais ce sera toujours une semaine. Mais je vais toujours avoir cette hantise de revenir dans cette région que je déteste ce matin. Je vous dis carrément, cette région, je ne peux pas la voir en pâture. Les gens sont froids. Mais vous allez la voir différemment, surtout si vous avez lancé très sérieusement un projet de déménagement et de recherche de location. Ah oui. Et vous la verrez également différemment si en effet vous avez très régulièrement, vous vous offrez des bouffées d'air frais, des bouffées d'oxygène à droite ou à gauche, en allant rendre visite à des amis, en allant voir la mer, parce que ça vous plaît et c'est ce qui vous va bien et c'est ce qui vous convient aujourd'hui. Écoutez-vous surtout là-dedans, Claudia. Ah oui, c'est ce que je me dis. Mais vous savez combien c'est difficile, la région où je suis. Je vous dis, je ne peux pas me cacher, c'est l'Anjou. Hein. C'est mal desservi. Mais c'est tout mal desservi. Pour descendre dans le sud-ouest, c'est une catastrophe. Enfin, c'est inimaginable. Hein. Donc, je vais le faire, mais je peux vous dire que c'est un voyage. J'aurais moins de problèmes si j'allais en Norvège que de descendre dans le sud-ouest avec cette région aussi mal desservie. En tout cas, je crois que la question de la région est un faux problème à un endroit. C'est est-ce que vraiment votre motivation est là pour déménager, vous éloigner de votre fils, de vos petits-enfants et aller vers vos propres aspirations. Si la motivation est là, ça va marcher. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Ça prendra le temps qu'il faudra et ça va marcher. Il faut pas trop de temps parce que le temps qui passe, c'est du temps précieux. Oui, mais ça fait 4 ans. En quelques mois, vous allez trouver. C'est une location. Voilà. Ça, c'est la bonne réponse. Mais oui, ça fait 4 ans. Et vous dites, j'ai perdu 4 ans. Mais ça fait pas 4 ans que vous cherchez. Depuis quand, effectivement, cherchez-vous de manière active ? J'ai cherché dès le début. Mais ça, c'était difficile. Il fallait que je m'installe assez longtemps pour sauter sur l'occasion qui se présente. Oui, vous étiez un peu tiraillée. Je suis Dieu bas, et puis voilà. Mais j'ai pas pu faire ça parce que c'est difficile de rester 1 mois, 2 mois dans un hôtel, vous voyez, dans une ville. J'ai pas trop réussi à faire ça. J'avais trouvé, un monsieur qui prenait des étudiants et puis il avait un trou parce que Erasmus n'avait pas trop bien marché. Donc comme il avait un trou, ça l'intéressait que je bouche le trou. Bon, moi j'étais contente,
Et puis c'est tout, mais ça s'arrête là. Il y a Maintenant, Janine qui a envoyé un message qui dit: nous voulions déménager vers notre fille et nos petites filles et nous sommes restés chez nous. En fin de compte, chacun chez soi, c'est la meilleure solution. Absolument. Et toutes les personnes dans ce cas de figure plus ou moins différents, dans le détail, c'est vrai que les gens se disent oui, faut jamais changer sa vie pour les enfants et les petits-enfants parce que ils ont leur vie différente. Et vous avez vu, vous avez testé, Claudia, vous avez testé, vous avez vu. Voilà. Et regardez, vous parliez de chaleur humaine, il y a déjà des SMS qui arrivent, il y a Guy qui vous propose son numéro de téléphone, qui dit donnez mon numéro de téléphone à Claudia car je suis à Arcachon. On se rapproche de la mer, Claudia. Ah oui. C'est de mieux en mieux. Oui, moi j'habitais Bordeaux. Ah ben voilà, vous voyez, on reste dans cette magnifique région. Et il y a quelqu'un également qui parle de covoiturage entre Angers et Bordeaux qui fonctionne a priori très bien pour une 30aine d'euros. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de moyens, d'options à regarder de très près pour vous, Claudia, pour vous rapprocher de vos aspirations profondes. Je remercie les personnes qui vous ont donné ces numéros de téléphone parce que c'est vrai qu'entrer en contact, ne serait-ce qu'un contact relationnel, amical, ça n'a pas de prix. Bon, super. On va vous mettre en lien avec Guy à ce moment-là. Je vous souhaite une belle soirée, Claudia. Bon courage dans vos projets de déménagement alors. Oui, alors vous pouvez transmettre mon numéro. On va faire ça, Amandine va faire ça hors antenne. Bonne soirée, au revoir Claudia. Merci, au revoir. Au revoir. Europe 1, Anne Cazobon. Et on va poursuivre cette libre antenne avec vous, Véronique. Bonsoir. Oui, bonsoir Anne. Comment allez-vous ce soir ? Ça va un peu, ça va toujours un peu mieux le soir que le matin. Oui. Donc là, ça va à peu près. Mais bon, globalement, dans ma vie en ce moment, je ne peux pas dire que ça va très bien, quoi. Mm-hmm. Je suis perdue en fait. J'ai l'impression d'être dans un couloir un peu tout noir et puis chercher la bonne porte ou la bonne clé parce que je me sens perdue et je me sens à côté de la vie. C'est ce que je disais tout à l'heure à Amandine. J'ai l'impression de regarder par la fenêtre les gens qui vivent et puis d'attendre que ce soit mon tour. Et c'est très. Votre tour de quoi ? D'aller dans cette danse de la vie, quoi, d'aller avec un peu de légèreté et puis un peu de joie de vivre dans cette danse de la vie. Mm-hmm. Et je suis un peu repliée sur moi-même. C'est d'autant plus paradoxal que je suis capable d'être très très joyeuse ou même presque un clown parfois quand je suis en société. Oui. Et je me suis rendu compte récemment que c'était quand même un sacré masque, quoi. À quoi attribuez-vous, du coup, cette espèce de Dr Jekyll et Mr Hyde, cette double face, si vous dites que vous êtes capable d'être clown et que le soir... Oui. Je vous dis, j'ai l'impression que c'est mon masque, ce clown, que c'est ma protection. C'est parce que j'y ai réfléchi en voyant ce contraste, mais qui est... personne ne pourrait se douter d'ailleurs de comment je suis quand je l'enlève ce masque. Personne ne s'en doute. Tellement je renvoie une image. Quand je demande aux gens comment ils me perçoivent, c'est hallucinant, quoi. Donc je me suis interrogée. Il ne voit que le clown, vous voulez dire ? Oui. Il ne voit qu'une femme joyeuse qui croque la vie. Joyeuse, voilà. Il voit une femme très sûre d'elle, alors que pas du tout. Une femme qui est dynamique, qui sait prendre des décisions, alors que je ne sais absolument pas prendre des décisions. Je donne bien le change, et depuis toujours. Je donne bien le change, et j'en ai marre parce que je m'y retrouve pas, quoi. Ah oui. Je pense que ça contribue à ce que je me sente tellement perdue. Et puis de remettre ce costume de clown tous les jours, ça me fatigue, en fait. Et c'est compliqué d'oser montrer sa vulnérabilité. Oui, exactement. C'est exactement ça. Et je l'ai fait avec tout le monde, en fait. Je le fais avec mes enfants, je le fais avec mes amis, je le fais avec mes amoureux, je le fais dans la société, je le fais tout le temps. C'est devenu une seconde nature, parce que je suis pas fausse.
je suis pas fausse. Hein. Je suis vraiment, j'enfile un costume et. Dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment ça vous arrange. En quoi cela vous sert d'enfiler ce masque? Dans quelle situation est-ce que ça peut vous sauver peut-être de montrer ce masque-là plutôt qu'un autre? Je me suis rendu compte que l'intimité, la grande intimité me faisait peur. Je suis toujours dans une mise à distance. Et entre autres, avec de l'humour et avec de la dérision et avec des... Voilà. Je pense que ça me protège de qui je suis, tout en sachant moi-même pas trop qui je suis d'ailleurs. Mais je ne fais pas exprès. Hein. Et je vois bien que ça plaît en fait. Hein. Que ce masque-là plaît? Oui. Alors que si vous vous montriez tel que les soirs un peu plus compliqués, où il y a ce tunnel, où c'est un peu sombre, vous pensez que potentiellement on ne pourrait plus vous aimer si on voyait Véronique de cette manière-là? Oui, tout à fait. Ah, oui, c'est évident ça. Je fais toujours... je m'en rends compte, par exemple, si je suis vraiment pas bien puis que le téléphone sonne, mon halo va être vraiment complètement déguisé, quoi. Personne va se douter. Et oui, je pense qu'on va pas m'aimer si je pose problème, en fait. Vous pensez que ça peut poser problème? Oui, peut-être, ouais. Alors que parfois, ce qui est intéressant de voir quand on se trouve dans ce genre de situation, et pour l'avoir expérimenté, c'est que finalement les autres n'attendent que ça, que vous montriez dans votre vérité. Ils ont l'impression que vous êtes une surfemme ou un surhomme et que vous tenez, que vous encaissez tout, avec le même sourire, le même masque, alors que parfois il est de bon ton de montrer exactement comment les coups font mal et comment la vie parfois fait mal. Ouais. Et finalement, ça peut être un ouf de soulagement de pousser par tout votre entourage qui se dit « Ah, elle est quand même, elle est humaine, c'est pas possible d'être tout le temps d'humeur égale, d'humeur joviale, parce que on est humain, fondamentalement. » Oui, j'ai du mal à me persuader de ça. Hein. Franchement, je suis intimement persuadée du contraire. Hein. Je dis pas que c'est faux. Hein. Je dis ma croyance, qui est apparemment une fausse croyance, c'est que je vais déranger, je vais être rejetée. C'est ma croyance. Et donc c'est vrai que ça me demande, ça sera un exploit si j'y arrive. Véronique, vous parlez de vos enfants, d'une vie de famille. Qui connaît la vraie Véronique? Pas grand monde. Je ne sais pas si quelqu'un la connaît. Je ne sais pas. Même enfant, vos frères et sœurs, vos parents à l'époque ou Non, des amis d'enfance? Surtout enfant, parce que j'ai toujours eu à cœur déjà de plaire. Bon, ça c'est humain, je pense que c'est normal, mais quitte à être un peu caméléon pour plaire en étant rose pour quelqu'un et verte pour quelqu'un d'autre. Et j'ai le souvenir aussi loin que je me souviens, c'était ça. Et de tout faire aussi, ça je me souviens bien, même très jeune, de tout faire pour que ça aille pour les autres, d'arranger, que mes parents soient heureux, qu'ils soient souriants, de réparer des choses vite en cachette comme ça, parce que je pensais qu'ils étaient fâchés parce que j'avais cassé quelque chose, donc j'allais le réparer. Donc... Oui, souvent l'enfant en plus se met à prendre ce masque très jeune parce qu'il comprend que quand il est triste ou en colère ou quand il n'arrive pas à accueillir ses émotions, ça le dépasse tellement et il a l'impression de gêner, de déranger une situation parce que des larmes vont sortir, une colère, des cris vont sortir, que d'un coup vite il se coupe de tout cela, il se coupe de sa nature profonde. Et c'est exactement celle-là qui remonte à la surface pour vous, Véronique, quand vous vous retrouvez seule. Sauf qu'elle prend toute la place du coup maintenant. Oui, carrément, oui. Et vous voyez, là, j'ai les émotions qui montent et ça m'arrive très souvent dans la journée. Oui.
Et vraiment, pour rien, tout à coup, je vais avoir une tristesse. Qui vous envahit? Ah, pardon. Est-ce que vous arrivez à identifier les situations dans lesquelles, vraiment, mais ce serait intéressant pour vous de regarder et d'identifier cela précisément. À quel moment cette tristesse monte? Est-ce que c'est un moment où vous pouvez être sûr de ne pas être prise en flagrant délit de tristesse? Ça peut être ça. Toute seule au volant de votre voiture, vous êtes sûr que là, personne ne vous verra sous votre vrai jour, à pleurer. Ah oui, c'est quand je suis seule, oui, c'est quand je suis seule et que tout d'un coup ça vient. Et alors la raison, je la connais pas, hein. Je la capte pas tellement, Ça, après, c'est pas très grave. Si déjà vous accueillez la tristesse et que vous laissez rouler les larmes sur vos joues, c'est déjà un grand pas en fait. Parce que la poche d'eau, elle est au ras vraiment de vos yeux et de votre cœur. Oui, en fait, j'ai deux émotions qui me dominent quasiment en permanence, c'est la peur et la tristesse. Et bon, c'est pas terrible. Ben non, mais c'est surtout que ça doit vous pomper beaucoup d'énergie, du coup, de faire le clown, comme vous dites, ou en tout cas d'être cette nature enjouée que vous exprimez, parce que vous devez comprimer en permanence ces émotions de peur et de tristesse qui ne demandent qu'une chose, c'est à se vivre pleinement et à se traverser pour être dépassé. Oui. Alors, je ne suis pas obligée de faire le pitre et le clown souvent parce que j'ai très très peu de vie sociale. Hein. Je vis seule, mes enfants sont loin, je ne travaille pratiquement plus, j'ai quelques activités mais sont rares. Donc, c'est dans ces cas-là que je donne le change. Mais c'est minima dans ma vie. Hein. Je suis la plupart du temps seule. Mais je vois bien que je me renferme de plus en plus. Je deviens quand même, quand je n'ai pas l'obligation donc d'être avec d'autres, je voudrais faire des choses et je ne les fais pas. J'aurais envie de sortir, mais je ne le fais pas. Et je pense que c'est entre autres pour ça. Entre autres parce que je me dis, à tort, qu'il faudra que je redonne le change et j'ai pas envie. Et je pense que là, vous m'avez fait identifier quelque chose. Hein. La raison de mon isolement, je pense que ça doit être ça. Mais oui, vous voulez pas vous confronter. C'est rare aussi les amis avec lesquels on peut pleurer. En silence, en se tenant la main. Vous voyez ? Il n'y en a pas beaucoup dans une vie. Des amis avec lesquels on peut oser être pleinement soi. Ah oui, et puis je vois bien qu'ils attendent qu'on dise que ça va, quoi, quand ils nous demandent comment ça va. Oui, et puis ils peuvent pas parce qu'on peut pas entendre la souffrance de l'autre parce qu'on a déjà ses propres problèmes à gérer. Oui, voilà. Alors dans ces cas-là, pour éviter d'abîmer les amitiés justement et de traiter ces problèmes à côté, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir un thérapeute pour pouvoir pleurer en conscience dans un lieu sécurisé avec quelqu'un dont c'est le métier. Je l'ai beaucoup fait. Hein. Je l'ai beaucoup fait. Vous voyez toujours un thérapeute en ce moment ? Oui. Et en fait, je tourne en rond. Je tourne en rond. Avec le thérapeute ou de manière générale ? Oui, en général et avec le thérapeute, je n'arrive jamais à trouver cette fameuse porte dont je connais l'existence. Au fond de moi, je me dis forcément, je vais la trouver. Et faire du clown. Vous parlez du clown, vous avez fait ça aussi. Oui, j'ai fait, oui. Parce que c'est un magnifique exercice théâtral, thérapeutique. Ben oui, c'est très beau le clown. Oui, j'ai fait des stages de clown, j'ai fait ça, oui. Et mais je sais que la dernière fois que je l'ai fait plusieurs fois, j'ai fait plusieurs stages. Et la dernière fois, je crois que quelque chose m'a fait peur. Et du coup, j'ai arrêté. Qu'est-ce qui vous aurait fait peur ? Mais je sais pas. Quelque chose que vous avez vu en vous ? Peut-être, oui. Peut-être j'ai contacté quelque chose, mais je sais que pour moi, je savais que c'était la dernière fois. Alors que la toute première fois, j'avais senti une libération et j'avais vraiment été à la rencontre de quelqu'un. Par contre, la dernière fois, ce qui était la troisième ou la quatrième, parce que j'en ai fait plusieurs, j'ai dit je veux plus.
Il y a beaucoup de messages qui commencent à arriver pour vous. Il y a Isabelle qui dit « J'ai vécu très longtemps la même situation et faire un travail avec une psychologue qui utilise la méthode de l'enfant gigogne m'a fait gagner en sérénité et en paix avec moi-même. J'ai retrouvé mon vrai moi. » Voilà, c'est Isabelle qui nous envoie ce message-là. Il y a Catherine qui dit aussi « Il est bien connu que les clowns sont toujours tristes parce qu'ils sont imaginatifs et ils ne trouvent personne pour les faire rire. » Et puis il y a Véronique il y a quelqu'un d'autre dont on n'a pas le nom qui dit « Véronique joue un personnage qui n'est pas elle. Osez être vous-même sans vous prendre la tête, car c'est ce décalage entre vous-même et le personnage que vous jouez qui provoque votre mal-être. C'est ce grand écart. » Oui. Et c'est ce vide, du coup, qui fait peur, entre vraiment, et ce décalage absolu entre ce que vous donnez à voir. Ça devient insupportable, hein. Je me rends compte que ça devient insupportable. Alors, parfois, je m'en réjouis en me disant que le fait que ça devienne insupportable m'annonce la fin. Je me dis, waouh, ça y est, je suis dans la chrysalide, là, et je vais devenir bientôt papillon. Et parfois, ça m'affole. Parfois, je me dis, c'est terrible, comme un grand écart qui s'élargit et qu'en faire, quoi, en fait. C'est le vrai décalage entre la personnalité sociale et l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, on l'a toujours à l'intérieur. Véronique, vous avez une petite Véronique de 5 ans à l'intérieur et qui pleure en ce moment et dont les larmes roulent sur vos joues aujourd'hui à l'âge que vous avez. Et qu'il va falloir aller chercher, alors que ce soit avec votre thérapeute ou changer de thérapeute ou trouver peut-être un stage de développement personnel autour de l'enfant intérieur, peut-être qui vous permettrait de revenir en contact avec ce petit être à l'intérieur de vous qui visiblement réclame beaucoup d'attention et qu'on vienne l'approcher, le consoler, prendre soin de lui pour pouvoir donner un nouvel élan dans votre vie d'adulte surtout. Ah oui, ça j'en ai vraiment envie. J'ai l'impression que la joie, la vraie joie, la joie de vivre, et la joie de vivre et la créativité, elles sont dans une poche juste à côté de l'enfant intérieur et de toutes ces souffrances qu'il va falloir accoucher. Et vous pensez que ça ne peut passer que par la thérapie? Parce que j'en ai fait tellement, j'avoue que... Vous savez, on est un immeuble de 50 étages, donc tout est une question de couches. Et ça remonte aujourd'hui à votre conscience, parce que vous pouvez le traverser. L'inconscient, c'est notre meilleur ami. Il nous préserve de tout ce que l'on ne pourrait pas accepter ou traverser à un moment. Donc en fait, si là ça remonte et si les émotions remontent maintenant, c'est vraiment que c'est exactement cela qu'il faut travailler pour vous dans votre vie pour le dépasser. C'est que vous êtes prête et que vous êtes assez solide. Ça va un peu tanguer peut-être, un peu comme la tour de Pise, mais qu'en revanche vous ne vous écroulerez pas. Mais vous parlez d'inconscient et justement le thérapeute que je vois en ce moment fait entre autres de l'hypnose. Ce serait intéressant peut-être pour vous en effet, ce genre de méthode. C'est ce que je fais depuis plusieurs semaines maintenant. Et est-ce que vous arrivez avec l'hypnose à lâcher cet émotionnel pour éviter surtout que ça se mette à déborder dans votre vie quotidienne? C'est surtout ça l'important. Pendant la séance? Oui. Non, jamais pour l'instant, non. Parce que c'est ça que vous exprimez, ce sont ces larmes que vous pleurez dans votre vie quotidienne et en fait il faudrait, en tout cas ce serait peut-être pour vous plus sécurisant de savoir que vous allez pouvoir les lâcher dans un endroit sécurisé encore une fois auprès de quelqu'un dont c'est le métier, dans un espace clos, pour éviter surtout d'être submergé par votre émotion sur laquelle pour l'instant vous n'arrivez pas à mettre de mots. Oui, puis j'ai peur qu'elle m'arrive... Quel jour elle m'arrive même en public, puisqu'elle m'arrive quand elle m'arrive, je les sens pas arriver. Hein. Mais oui, c'est comme une bombe à retardement qui, vous savez même pas quand est-ce qu'elle peut éclater. Il y a Fab qui dit, je pense que cette dame aurait besoin en effet d'expérimenter d'autres techniques thérapeutiques que la parole pour retrouver la personne qu'elle est vraiment. Oui, je pense aussi, parce que la parole, c'est vrai que j'en ai marre, la parole. Janine dit, on ne peut pas cacher ses sentiments, il faut dire votre ressentiment profond, votre peine. Il y a quelque chose qui pleure vraiment très fort en vous. Et ça déborde. Oui. Alors à vous de voir, est-ce que peut-être que c'est la fin de la thérapie que vous aviez amorcée il y a quelque temps avec le ou la thérapeute que vous voyez et que vous avez envie de nouveau de... laissez-vous regarder, surfer sur Internet. Il existe tant, c'est très difficile, il en existe tant et de toutes les sortes et je pense que quelque chose autour de l'enfant intérieur, de la guérison de l'enfant intérieur pourrait vraiment être utile dans votre cas. Ouais.
Et en effet, l'hypnose, alors peut-être pas avec ce ou cette thérapeute, mais quelque chose en tout cas qui va vous permettre de lâcher de l'émotionnel, puisque regardez à quel point la fontaine déborde dans votre vie. Ah oui, et ça, c'est pas possible. Ouais. Ça va vous rassurer de savoir qu'il y a un endroit, une fois par semaine, où vous pouvez arriver avec vos valises et vous déverser toutes les larmes, vous serez entendue, comprise, et même si vous mettez pas de mots dessus, au moins c'est ici, c'est déposé, et c'est là. Et ça ne vient plus empiéter sur votre vie quotidienne. Pour laisser revenir le relationnel, pour laisser revenir la chaleur humaine, pour laisser revenir les sorties, cinéma, les amis, la famille, en toute sérénité. Ah oui, parce que là, pour l'instant, je le fuis, ça. Je le fuis parce que Mais oui, vous avez peur. Je sens bien que je n'arrive plus. C'est pour ça que vous vous repliez sur vous. Ouais. Mais vous avez trop peur qu'un jour, au milieu d'un repas, une phrase, une parole, et hop, d'un coup, vous soyez submergé par ou un accès de colère ou une tristesse. Il y a Feuille d'érable qui dit « Le MDR m'a beaucoup aidé, qu'en pensez-vous ?» C'est une bonne idée aussi, le MDR, mais voilà, c'est toutes ces thérapies comme l'hypnose, où à un moment donné, il n'y a même plus de mots, c'est vraiment, on va aller chercher l'émotion qui a besoin de s'exprimer. J'ai essayé le MDR, mais je crois que j'ai pas eu de bol, quoi. Je suis tombée sur quelqu'un qui c'était bizarre, quoi. C'était bizarre. J'en attendais beaucoup plus que ce que ça avait donné. Est-ce qu'il y aurait peut-être, je ne sais pas, quelques contacts autour de vous, quelques amis auprès desquels vous pourriez peut-être prendre d'autres numéros de thérapeutes dans votre région ? Vous êtes dans une région, une grande ville ? Non, je suis pas dans une grande ville, mais bon, j'en ai à proximité. Mais bon, je suis dans une région depuis 4 ans seulement, donc je connais pas tout par cœur. Mais bon, oui, je vais pouvoir trouver. Vous allez pouvoir trouver. Même regarder sur Internet, ça peut être un stage et vous vous offrez à la Toussaint ou d'ici la fin des vacances une semaine. Un stage où je lâche prise, où je suis obligée de lâcher, quoi. Parce que je vois bien, dès que je dois être avec quelqu'un, je me reprends. Oui, l'accompagnement permet cela, bien sûr. Ouais. Ça permet de cadrer surtout et vraiment de déposer à cet endroit-là dans votre semaine, dans votre agenda. C'est un endroit, un lieu auprès d'un professionnel dont c'est le métier où vous déposez toute cette émotionnelle. Et ensuite, ça ne vient plus empiéter sur vos relations, votre sommeil, vos activités et tout votre savoir-être. Ouais. Ah oui, parce qu'il y a tellement de peurs aussi. Il n'y a pas que du chagrin, il y a des peurs, mais des peurs. J'ai peur de tout, en fait. Comme si tout était danger autour de moi. Mais des choses toutes simples, hein. J'ose même pas les dire, tellement c'est ridicule. Et c'est très difficile de vivre comme ça. Une peur, une fois qu'elle est nommée, vous avez qu'à profiter de l'antenne. On est sur Europe 1. Une peur, une fois qu'elle est nommée, déjà, elle perd en taille, on va dire, et en importance. Non, mais si je dois prendre une décision, mais toute simple, je vais avoir peur de me tromper, peur de faire une bêtise, peur de dire quelque chose qu'il fallait pas dire, peur d'acheter quelque chose et de me tromper. Enfin, voilà, dans les actes de la vie courante, la peur de mal faire. La peur de mal faire, elle est là. Et la peur de mal faire, elle est souvent liée au regard du parent. Elle est tout le temps là, la peur de mal faire. C'est bien fait ou c'est mal fait. Donc regardez à quel point cette peur-là, elle vous ramène à la petite fille que vous avez été. Oui, de nouveau, de nouveau. Oh là là. C'est encore pire que ce que je croyais. Oui, j'ai envie de dire que c'est encore mieux que ce que vous croyez. Regardez à quel point déjà tout s'éclaire. Oui, c'est vrai. Ah oui. Mais j'ai sorti une petite photo de moi où j'ai 2 ou 3 ans et j'ai eu envie de la mettre en évidence quelque part et de temps en temps je lui parle. C'est une très bonne idée. Oui. C'est une très très bonne idée. Je vais la rassurer. Oui. Mais j'ai du mal. C'est très important pour vous de rétablir ce contact avec votre enfant intérieur et donc en effet de la visualiser sur une photo et d'aller regarder les émotions qui sortent de vous en regardant cette photo. Ouais. Les souvenirs que vous avez. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire ? Rien que de l'évoquer, vous voyez, je repleure. Oui, bah c'est bien. Rien que de l'évoquer. Vous savez, pleurer, c'est hydrater l'âme. Ah ben, je peux vous dire que
Elle est hydratée, mon âme. Vous voyez, ça va faire une magnifique plante, Véronique. Tout ceci n'est qu'une question de jardinage, on le sait bien. Oui. Donc en clair, je pleure quand j'ai envie de pleurer et je m'occupe de mon enfant intérieur. De manière accompagnée, je pense que ce serait bien. Et surtout, vous avez déjà franchi le pas de la thérapie, de l'accompagnement. Donc, vous n'avez même plus cette peur-là. Vous savez à quel point ça peut vous aider. Vous avez déjà fait quelques périodes comme ça de thérapie. J'ai fait beaucoup de choses. Oui, mais c'est un long chemin. C'est un long chemin. Ouais. Et c'est un nouveau tiroir que vous ouvrez là, qui est peut-être le plus important. Mais je pense que c'est le plus important. C'est celui qui va déterminer toute la suite. Il y a Feuille d'érable qui vient d'envoyer un message qui dit il y a un très bon livre de Moussa Babati qui s'appelle Guérir son enfant intérieur. Oui, je l'ai ce livre. Bon, c'est peut-être l'occasion de le relire ce soir. Oui, alors. Je crois que je vais le reprendre. Je l'ai retrouvé dernièrement et je me suis dit tiens, il faut que je le relise. Oui. Véronique, on va bientôt lancer les informations. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon chemin. Alors prenez bien soin de vous. Merci, vous m'avez bien éclairé là. Avec grand plaisir. Bien. Prenez soin de vous, Véronique. Merci. On vous embrasse bien fort. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Anne Cazobon. Grand ses oreilles jusqu'à 1h du matin sur Europe 1. Et justement, parce que vous êtes entendu, parce que votre voix porte et parce qu'elle résonne, et si ce soir on mettait toute notre attention sur notre manière de parler, sur les adjectifs que l'on emploie à notre égard par exemple, et si plutôt que de dire « je suis brisé, je suis crevé, je suis à bout, je suis au fond du trou, je suis blessé », on essayait plutôt de formuler différemment notre état. Et si on commençait déjà par mieux parler de nous, par être notre meilleur ami en quelque sorte, et pourquoi pas, soyons fous, notre amant, notre amoureux, Si on choisissait plutôt de dire « je suis en voie de guérison, je recommence, je me redécouvre, je suis en train de mettre en place quelque chose de nouveau, de réagir, je laisse partir l'ancien, le vu et le revu pour faire place au neuf dans ma vie », de faire ce petit pas en avant, d'impulser quelque chose rien que dans le choix des mots, dans ce qu'il est pour l'heure possible pour vous. Et s'il y a bien un terrain sur lequel vous avez du pouvoir, c'est votre parole et la manière dont vous vous exprimez. Alors venez le faire ce soir au 39 21, le standard de la libre antenne où vous attendent Amandine et Thomas. Vous pouvez également nous envoyer un mail en vous connectant sur europe1.fr, en vous rendant sur la page de l'émission. Et puis vous pouvez réagir à ce que vous entendez, nous donner votre avis, vos conseils, partager avec nous votre expérience et ainsi être une lumière pour d'autres. C'est simple, il vous suffit d'envoyer un SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. On est ensemble jusqu'à 1h pour la suite de la libre antenne sur Europe 1. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Anne Cazobon. Et il y a beaucoup de SMS qui arrivent pour Véronique que nous avions juste avant les informations. Il y a quelqu'un qui conseille un autre livre que celui dont on a parlé tout à l'heure, qui était Guérir son enfant intérieur de Moussa Babati. Quelqu'un nous parle aussi de Je réinvente ma vie de Jeffrey E. Young. Je réinvente ma vie de Jeffrey E. Young. Il y a Gisèle qui nous dit la kinésiologie fait appel à la mémoire cellulaire. Ça lui a servi. Quelqu'un d'autre nous dit je vis exactement la même chose que Véronique. Pour me sauver, je fais de la méditation et du théâtre de boulevard. Ce dernier me permet de faire rire en ayant la permission de laisser sortir ma sensibilité intérieure. Voilà, il y a beaucoup de messages qui arrivent pour vous, Véronique. Quelqu'un parle également de transformation intérieure, qu'il a ouvert la boîte de Pandore et j'ai réparé mon enfant intérieur. C'est exactement ça. J'ai guéri de la maltraitance parentale. Courage. Voilà, on vous envoie vraiment beaucoup de belles ondes pour vous, Véronique. Et on accueille tout de suite Sophie pour poursuivre cette libre antenne. Bonsoir Sophie. Bonsoir Anne. Comment allez-vous ce soir ? Je crois que je suis toute tremblante. C'est un peu normal. Très émotive, donc bienvenue en tout cas. Merci, c'est très gentil.
Terrible pour moi parce que c'est la première fois que je parle et en fait le témoignage de Véronique m'a beaucoup parlé. Dans le sens où moi je suis effectivement quelqu'un dans la famille qui ne doit jamais craquer, il en faut toujours un ou une. Hein. Ah voilà, c'est moi. Et en plus je suis le vilain petit canard en plus, voyez-vous, donc je suis pas aidée. Ah oui, c'est cumul des mandats un peu ça. Oui, je cumule les mandats, oui. C'est tout à fait ça. Donc voilà, moi j'appelle, alors je voulais juste vous prévenir, pour moi ça va être très 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 dur. Parce que c'est... d'ailleurs, j'ai la voix qui déraille. C'est la première fois, mais de toute ma vie, que je vais parler. Bravo. Donc, bravo. C'est gentil, merci. J'ai même mes amis, mes vrais amis, surtout une que je connais depuis toujours, n'est même pas au courant. Donc là, je me lance parce qu'il y a un moment, ça fait des années que je vous écoute et je me dis, c'est mon tour. Alors allez-y, prenez toute la place, Sophie. Merci, c'est gentil. Donc voilà, moi je suis la dernière d'une fratrie de 3 filles. Donc avec des parents aimants. Pas beaucoup de soucis. Le paraître est très important. Chez nous, rien ne doit justement transparaître aux yeux des autres. Donc une famille respectable, des parents très stables, etc. Et moi, il m'est arrivé quelque chose à 12 ans que personne ne sait dans ma famille. J'étais au collège et j'ai rencontré quelqu'un qui était en fait mon pion de mon collège. Le surveillant. Voilà, on disait pion, mais c'est surveillant. Je suis des années 80, moi. C'est juste pour que tout le monde comprenne bien. Oui, bien sûr. Et je suis tombée folle amoureuse de lui. Mais vraiment, c'était au plus profond de moi. Je buvais ses paroles. Il avait une voix pour moi, mais très rassurante, un peu comme le père, quoi. Mon père, j'ai toujours été très 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 fusionnelle avec lui, et en même temps, on n'arrête pas de se chamailler, de se chercher. En fait, les relations qu'on a sont très contradictoires en fait quand on regarde, parce qu'on s'adore, mais il y a toujours des conflits. Et donc cet homme qui, à l'époque, j'avais 12 ans, il en avait 23. Oui. Donc moi, je cherchais tout le temps à le croiser, à le voir. On faisait partie d'un petit groupe avec mes copains qui étaient donc... on était tous copains avec lui. Il était souriant, il était gentil. Et moi, en fait, je l'attirais beaucoup de par mon caractère parce que je suis très exubérante. Enfin, il faut bien montrer que ça va, donc je suis très exubérante. C'est pour ça que ça me parle énormément ce que Véronique a dit, parce que moi j'ai ce masque aussi qui me poursuit depuis que je suis petite, c'est-à-dire que je suis la bonne vivante, je suis celle avec qui on rigole, les gens viennent vers moi spontanément. Voilà. Donc, à l'époque où ça s'est passé, j'étais une petite fille rigolote, je le faisais rire parce que c'est vrai, j'ai quand même un sacré caractère, j'ai pas peur de répondre, j'ai un gros problème avec l'autorité, ça c'est sûr. Bon, j'ai 48 ans, donc ça va mieux. Un peu mieux. Et donc, j'ai du mal, je vais arriver au fait. Prenez tout votre temps, Sophie. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ça a été réciproque. Donc moi, j'avais 12 ans. Et donc, il a commencé à... Comment dire dans les classes de permanence, un jour, il m'a entraînée, puis il m'a pris dans ses bras et il m'a embrassée. Donc moi, c'était le cœur qui battait la chamade. En même temps, j'avais une peur, mais c'était incontrôlable. Il me disait, oh là là, t'as le cœur qui bat fort. Je dis, bah oui, mais je peux pas faire autrement. J'avais peur et en même temps, j'étais tellement contente qu'il me prenne dans ses bras. J'étais vraiment, bien, quoi. Et puis, donc, ça s'est passé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, donc il vous embrassait, il vous prenait dans les bras. Voilà, c'est ça. Voilà.
Au début, c'était ça. Et puis, à un moment, donc j'ai remarqué, puis je sais pas, comme réaction, j'étais aussi fière. Voilà, j'étais fière parce que dans ma tête, je l'aimais tellement que, alors ça doit être stupide, hein, ce que je veux dire est stupide, mais je l'aimais tellement que je me disais, ah bah j'ai réussi à ce qu'il m'aime. Oui, c'est une adolescente de 12 ans qui réagit. Oui. Qui se dit, c'est moi qui ai gagné. Oui, c'est vrai. Qui ne voit pas la gravité de la chose. Ah bah non, pas du tout, j'ai jamais vu... Non, bien sûr que non. Parce qu'il a 23 ans à l'époque, lui, hein. Ah bah oui, j'en avais 12, ouais. Et donc, il est votre ascendant, hein, puisqu'il est surveillant de l'établissement. En plus, ouais. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est très grave ce que vous racontez, Sophie, déjà, hein. Waouh, c'est dur ce que vous me dites. Donc, je vais quand même continuer. Sur le trajet pour aller au collège, tous les matins on se rejoignait parce que donc il habitait pas très loin de chez moi et on allait donc au collège tous les deux. Et donc ça a été un rituel qui a duré pendant des mois. Et donc ça a créé aussi une espèce d'intimité. Et puis après, à partir du moment où il m'a embrassée, etc., là, lui est vraiment tombé très, 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 très amoureux de moi. Et de temps en temps, je le voyais, comme par hasard, je le croisais dans ma rue. Bon, il était en voiture et comme par hasard, je le croisais. Alors là, en même temps, j'étais contente et en même temps, j'avais très peur, quoi. Très, très, très peur, quoi. Parce qu'en fait, je savais pas quoi faire. Je sais pas comment décrire ça. Ma peur, elle était... voilà, je savais pas quoi faire, comment réagir, et puis c'était un homme, quoi. C'était un homme. Moi, j'étais toute petite. Pour moi, maintenant, je réagis comme ça parce que j'ai eu des enfants et en plus 3 filles. J'essaie de me remémorer, en fait, à l'époque, mais j'étais même pas. Ça va vous paraître dingue ce que je vais vous dire parce que c'est des mots qui sont assez crus. J'étais pas encore finie, quoi. Oui. J'étais pas formée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc j'avais très très peur et puis donc un jour, alors c'est là que la culpabilité, il me dit, il avait un petit studio pas très loin en fait de chez moi du coup, et il me dit, écoute, t'as qu'à passer, viens à la maison, on discutera, je suis super mal parce que tu me manques, enfin plein de choses. Il était en demande d'amour, mais terrible. Il savait en fait que je l'aimais. Donc voilà, il s'était focalisé sur moi et alors donc moi me libérer un mercredi après-midi à l'époque avec ma mère, c'était pas facile, et tant mieux, elle a bien fait. Je dis oui, j'ai menti, j'ai dit bon bah voilà, je vais rejoindre un tel et un tel, on va passer l'après-midi ensemble, s'il te plaît, j'ai envie d'y aller, etc. Ma mère me donne l'autorisation malheureusement. Et donc j'y vais, et puis il me prend dans ses bras, et puis ce qui devait se passer, s'est passé, quoi. C'est-à-dire il m'a obligée. Et voilà. Et c'est la première fois que vous en parlez, Sophie? Oui. Oui. Et j'ai l'impression d'être en faute, mais c'est terrible, 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 parce que je me dis que j'ai tellement voulu qu'il m'aime, cet homme. Et c'est arrivé, je me dis, mais t'avais pas... j'ai l'impression d'avoir insisté, quoi. Et c'était terrible parce que il m'avait j'avais de la compassion pour lui par rapport à tout ce qu'il me disait, qu'il n'était pas bien, qu'il avait besoin de moi, que je lui manquais, etc. Donc moi, après, je suis rentrée chez moi et ma mère m'a dit un jour, elle m'a dit, écoute Sophie, de toute façon je sais très bien que cet après-midi-là, t'as pas vu tes copains. Point final, on n'en a jamais reparlé. Et c'est ça aussi qui me fait mal, c'est que j'ai l'impression d'avoir été abandonnée par mes parents, quoi. Est-ce que vos parents sont toujours en vie? Bien sûr. Oui. Est-ce que vous pensez qu'ils écoutent la radio ce soir? Oh, j'espère pas. Non, ils dorment là. Ils sont vieux, mes petits parents. Non, ils sont vieux. Non, ma mère, excusez-moi de vous le dire, je veux dire quand même, ma mère écoute RTL. Mais est-ce que vous aimeriez entamer le dialogue, puisque visiblement ça vous... Non.
Non, je pourrais pas là. Puis ils sont trop vieux, ils sont beaucoup trop vieux là. Non, c'est pas ça. J'ai pas envie du tout d'entamer le dialogue avec eux. Alors pour la petite histoire, je l'ai retrouvée. C'est pas une petite histoire, Sophie. Hein. Oui, je sais. C'était une expression. Je l'ai retrouvée sur Internet. Quand? Et il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Et je lui ai écrit, je lui ai envoyé plein de mails en lui disant mais est-ce que tu peux te rendre compte de la vie que j'ai eue? Alors il me dit oui, je me fais suivre, je sais pas ce que j'ai eu. Alors lui il s'est marié, il a eu 3 enfants aussi. Alors il se fait suivre par un psy, il me dit je pense souvent à toi, je sais pas ce qui m'avait pris, j'étais pas bien. Mais en fait ça ne suffit pas quoi. Même si c'est ce ça ne me suffit pas et je sais pas quoi faire, quoi. Alors j'ai une relation avec les hommes qui est terrible, en fait. Parce que donc je me suis mariée, au bout de 16 ans j'ai divorcé. Et je suis incapable, en fait, d'être bien avec un homme. Incapable. C'est-à-dire que même quand tout va bien, je me ferme et je deviens triste. Très triste et ça me fige et je me dis mais non... je sais pas comment vous expliquer. Est-ce que vous avez déjà travaillé en thérapie sur ce que vous venez d'exprimer? Alors, j'ai vu différents thérapeutes. Donc, j'en ai vu 3 différents. Donc, il y en avait un qui me plaisait. Et puis, à un moment, on a tourné en rond. Puis, il me demandait d'écrire et ça me convenait pas. Je lui disais, mais il insistait un peu et moi, ça me convenait pas. Le deuxième que j'ai vu, donc c'était une femme, et là, je vous avoue que je suis pas du tout rentrée dans le trip qu'elle me proposait. C'est-à-dire qu'elle m'avait donné un magazine une fois, il fallait que je découpe des choses dans le magazine et que je colle ça sur une feuille. Et puis voilà. C'est-à-dire qu'elle m'a pas dit après, elle m'a rien dit. À la limite, j'aurais aimé qu'elle me dise bon bah ça vous avez découpé ça pour telle raison, etc. Ben non, même pas. Et puis elle m'a fait aussi, je sais pas si vous connaissez ça, certainement, des espèces de grosses timbales. Je sais pas comment ça s'appelle. Tibétains. Des bols tibétains. C'est ça. Oui, c'est ça. Pensant me relaxer, etc. Puis en fait, ça m'a fait peur. Vous voyez, je rigole parce qu'en fait, je rigole tout le temps. C'est pas drôle en plus, mais je rigole tout le temps. Donc, vous pensez que c'est un rire nerveux? Ah, mais je rigole tout le temps dans la vie, moi, tout le temps. Et dès qu'il n'y a plus personne, c'est pour ça que ça a fait écho ce que disait Véronique, c'est que dès qu'il n'y a plus personne, je suis j'ai une tristesse en moi, mais terrible, quoi. Terrible. Et ça me déclenche des maladies, d'ailleurs. Donc, mais vraiment une peine. Donc, j'ai été voir un hypnothérapeute. Donc, une femme, c'est pas que j'ai pas trop compris, elle a essayé de m'expliquer et puis elle a été assez compliquée dans ses explications. Donc, c'est une hypnothérapeute, alors je sais pas si vous connaissez, une hypnothérapeute humaniste. Oui, alors non, je ne suis pas bien sûre de voir ce que c'est, mais en tout cas, elle fait de l'hypnose. Voilà, donc on est 2 à comprendre. En tout cas, il y a de l'hypnose là-dedans. Voilà, puis alors elle m'expliquait qu'en fait, au lieu d'aller, si j'ai bien compris, dans la hauteur de l'inconscient, on mettait l'inconscient et le mental au même niveau. Voilà, ce que j'ai compris. Bref, donc elle m'a fait une séance, et en fait cette séance-là, j'avais l'impression de la maîtriser. Vous voyez, elle m'a fait faire un chemin. Donc il fallait que je sente mon corps de la tête aux pieds, enraciné au sol, etc. Mais en fait, j'étais pas très très convaincue, quoi. Et j'avais l'impression... Sophie, oui. Quand on vit ce que vous avez vécu à l'âge de 12 ans, c'est tellement fort, c'est tellement immonde, c'est tellement inhumain, c'est tellement un choc que forcément on se dissocie, on sort de son corps. Et donc là, vous me parlez des thérapies que vous avez expérimentées, mais de manière extrêmement mentale. Vous voyez, je veux quand même rappeler quelque chose. Vous avez subi un viol, c'est exactement ce pourquoi vous nous appelez ce soir, pour le dire. Le délai de prescription, malheureusement, est dépassé. Je veux quand même signaler qu'il y a une pétition en ligne pour l'allongement du délai de prescription pour les victimes mineures de viol, pour essayer de le prolonger au-delà de 38 ans, jusqu'à 48 ans et même plus. Que peut-être que pour vous, ça pourrait
en tout cas vous soulager, de vous rapprocher, de faire quelque chose en tout cas, en ce sens. Vous avez envoyé des mails à cet homme-là, mais en tout cas d'entamer un vrai travail sérieux pour retourner se confronter à ce que vous avez traversé et pour redépasser cela, parce que regardez à quel point ça vous handicape dans votre vie. Oui, c'est sûr. Et puis non, mais le mot que vous avez employé est très violent pour moi. Je sais, c'est pour ça que je l'ai dit. Je le reçois en pleine tête, là. C'est terrible, hein. Je tremble de partout, là. Pour moi, c'est terrible. Terrible, terrible. Terrible parce que je dois avoir le symptôme de toutes les femmes, en fait. Dans mon cas, c'est que j'ai une culpabilité, mais immense. Mm-hmm. Immense. Si je m'étais pas... Alors, à l'époque, c'est vrai que mon père était très absent de la maison. Et mon père me manquait énormément, énormément. J'avais besoin de lui. Alors, je sais pas si c'est ça, s'il faut que je me donne un argument. Non, mais à un endroit, ça n'est pas une seule seconde de votre faute, Sophie. Vous avez 12 ans à l'époque. Il en a 23, point barre. Il n'y a même pas à aller à chercher plus loin. Ouais, mais j'ai quand même beaucoup assisté dans le sens où j'ai réclamé de l'amour, quoi. J'ai vraiment insisté. Je l'aimais, mais. Non, mais n'importe quel homme bien ancré dans son masculin, dans ce qu'il est, même si n'importe quelle jeune fille lui fait de l'œil ou quoi ou qu'est-ce, il sait très bien qu'il ne peut pas y aller. C'est interdit. C'est un crime. Oui, je sais ça. Oui, je sais. Oui. C'est parce qu'il était complètement à côté de ses pompes et très mal dans ce qu'il est, et dans ce qu'il était et dans ce qu'il est encore, visiblement. Vous n'avez plus de contact avec lui aujourd'hui? Non, j'en ai eu il y a 4-5 ans parce que j'avais vraiment envie, je l'ai recherché, hein. J'avais vraiment envie de lui parler, j'avais envie de lui dire que voilà, que ma vie avait été, que ça avait beaucoup marqué ma vie. Je voulais qu'il le sache, quoi. Je voulais qu'il le sache, il était désolé, etc. Et je pensais que ça allait me faire du bien, puis en fait, pas du tout. Pas du tout, j'avais envie, en fait, mais comment, je sais pas, mais j'avais envie, mais même qu'il ressente cette douleur, quoi. Et puis pas du tout courageuse pour l'appeler au téléphone, hein. Ça je pouvais pas. Mais évidemment vous ne pouvez pas l'appeler, évidemment, bien sûr. Et en fait, ces excuses, le fait qu'il soit désolé, ça m'a rien fait, quoi. Vous voyez à quel point, du coup, ce sera de vous à vous-même que le chemin et le travail va se faire. Ouais, mais j'y arrive pas, mais alors pas du tout. Et en fait, c'est l'objet de mon appel. Parce que je me donne comme... Alors, j'ai été mariée 16 ans, et c'est vrai que... j'étais avec un mari spécial, mais moi, je me considère aussi spéciale, parce que j'ai très mauvais caractère. Et si vous voulez, au lieu d'arranger les choses avec les hommes, j'en veux vous avez compris ce que je voulais dire. J'exagère les choses. Merci beaucoup. Les choses, et je suis quelqu'un qui peut être odieuse avec les hommes, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que quand tout va bien, une situation quand ça va très bien, que on est heureux ensemble, là c'était avec les enfants, avec mon mari, ah ben non, je vais tout faire pour que ça aille pas. Mais évidemment, Sophie, puisque même si tout va bien avec le mari, les enfants, etc., à l'intérieur il y a la Sophie de 12 ans qui hurle. Donc bien sûr que ça ne peut pas aller pleinement à 100%. Il y a celle qui vous toque à la porte et qui vous dit « Ne m'oublie pas, moi je suis restée là-bas à 12 ans. Viens me chercher en thérapie. » Alors voilà, l'hypnothérapeute donc m'a fait faire un chemin, mais j'avais vraiment... En fait, ça m'a laissé dubitative parce que j'ai vraiment eu l'impression d'être maître de ce que je pensais. Alors c'est peut-être ça aussi, hein, l'hypnose, j'en sais rien. Est-ce que vous avez peur de perdre le contrôle parce que vous avez peur de ce à quoi vous allez devoir vous confronter? Alors j'ai vu cet enfant. Parce qu'en fait, j'ai longtemps marché dans un endroit que j'aime. Il y a eu un moment, elle m'a dit quand vous vous arrêterez, vous me direz ce qui se passe. Donc bon, je me suis arrêtée devant une porte que j'ai mis 3 heures à ouvrir parce que j'y arrivais pas. Donc dans ce dédale de salles qu'il y avait. Oui, c'est un accompagnement dans l'hypnose. L'hypnothérapeute, comme ça, raconte une histoire et vous invite à aller vous confronter à certains personnages ou certaines portes. C'est cela que vous exprimez?
Oui, tout à fait. Et donc, à un moment, elle me dit, mais qu'est-ce que vous voyez? Et elle me dit, est-ce que vous voyez pas une petite fille quelque part? Donc là, j'ai eu beaucoup de mal, hein, ça a duré longtemps. Et puis tout à coup, effectivement, j'ai vu une petite fille assise qui pleurait. Et je savais, hein, je sentais qu'elle était en moi, donc ça peut être que moi, hein, enfin, j'en déduis. Et je l'ai prise dans mes bras, je l'ai consolée. Ça, c'est très bien. Mais ça m'a rien fait, quoi. C'est ça que je comprends pas. Alors, est-ce que Mais c'était une séance, Sophie, c'était une seule séance, ça. Vous imaginez bien qu'après un tel traumatisme, ça n'est pas, malheureusement, en une seule séance que tout va se régler. Et vous êtes retourné voir cette personne? Non. Pourquoi? Je sais pas. Parce que vous êtes entré en contact avec exactement ce qu'il fallait travailler. Et ça vous a fait très peur. Donc vous avez pris dans les bras la petite Sophie de 12 ans, et en revanche, rien n'est sorti. Et vite, vous êtes parti et vous n'avez pas repris de rendez-vous. Vous avez juste connecté et contacté ça, et le simple fait de toucher du bout du doigt ça, vous êtes parti en courant. Et c'est complètement compréhensible, Sophie. Évidemment. En revanche, il faut le regarder très en face maintenant. Puisqu'en fait, ce soir, vous nous appelez pour, au départ, autre chose, mais regardez comme à quel point tout est relié à cet grave événement, à ce crime. Il y a plus d'une 30aine d'années. Est-ce que vous pourriez recontacter cette thérapeute? Oui, bien sûr, elle est dans ma région. Ouais. Surtout que vous avez commencé ce travail-là avec elle, vous voyez? Ben oui, parce que je veux faire des choses quand même, parce que j'arrive pas. Donc là, je suis toute seule, et j'avais rencontré donc un homme il y a à peu près 2 ans. Je suis restée 2 ans avec lui. Oui. Et puis j'ai tout fait en fait pour qu'il s'en ça aille. aille pas, quoi. Oui. Pour que ça aille pas. J'ai été odieuse. J'ai été odieuse comme à chaque fois. Je suis agressive. Comment vous expliquer? Il faut toujours que je cherche la petite bête pour tout, alors que je suis très bien, je suis heureuse. Je l'aimais, cet homme, j'aimais mon mari. Dans un auto-sabordage absolument parfait, malgré vous. C'est exactement ça. Mais oui, c'est exactement ça. Alors que j'ai vécu des situations très heureuses, mais non, il fallait que automatiquement, mais même sans vouloir, j'étais triste alors que c'était heureux. Je sais pas si j'explique bien. Oui, il y a toujours ce fond de tristesse, évidemment, bien sûr. Et vous avez l'impression qu'il ne peut pas vous aimer pleinement, puisqu'en fait, vous n'avez pas pleinement reconnu l'entièreté de votre être, puisqu'il y a cette part-là, il y a cette petite Sophie qu'il va falloir aller chercher dans ce studio de ce surveillant. Même si c'est très effrayant, et c'est évidemment effrayant, mais c'est de manière accompagnée avec un professionnel ou une professionnelle que vous allez pouvoir le faire, à grand renfort de séances d'hypnose. Oui, mais oui. Dans un cadre pleinement sécurisant. Comment ça va se passer? C'est ça qui me... Comment vous dire... Je sais pas, c'est pas que j'y crois pas, hein, pas du tout. Hein. Puis encore, je suis quelqu'un de très ouverte, très curieuse en plus, donc voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est ridicule, mais j'ai peur évidemment, mais j'ai envie et je me dis mais qu'est-ce qui va se passer? Une transformation intérieure, Sophie. Puisque physiquement, vous serez la même, mais c'est une transformation intérieure qui va se passer pour vous. C'est une reconnexion à une partie de vous qui est restée là-bas, qui est comme morte là-bas. Et qui est associée à de la joie, à pleinement pouvoir se laisser aimer par un homme, à pas vouloir s'aborder une situation. Et la vie entière va changer après ça, Sophie. Vraiment. Vous avez déjà fait le plus dur, vous êtes déjà allé voir la thérapeute, vous êtes allé même jusqu'à voir cette petite Sophie de 12 ans. Il reste ensuite à vraiment... Voilà, retrousser les manches et y aller de manière accompagnée. Et donc, je retourne voir cette hypnothérapeute, donc elle va continuer, etc. Mais il va se passer quoi? C'est ça que je comprends pas. En fait, je comprends pas. Mais il n'y a rien à comprendre dans l'hypnose, il y a à vivre et il y a à traverser. Et c'est très bien l'hypnose pour vous parce que ça va vous obliger à lâcher le mental à un moment donné. Oui. Vous voyez, c'est parfait pour vous. Surtout dans cette situation-là. Ce qui sort. C'est pas très beau, ouais. Mais c'est arrivé et ça se regarde en face.
Ouais, mais c'est ça le pire, quoi. Bien sûr. J'ai pas envie de revivre. J'ai pas envie de revivre. Comment vous dire, cette scène, quoi. Mm. Mais vous n'allez pas la revivre comme vous l'avez vécue, vous allez la revivre de manière accompagnée. Et c'est là qu'est la différence. Ouais. À distance, et en allant vraiment vous sauver la petite Sophie à l'intérieur. Parce que pour l'instant, elle est là-bas. Vous allez voir en hypnose, c'est comme ça que ça se passe. En EMDR aussi, on peut faire ce genre de choses. Retourner dans des endroits comme ça de l'enfance, ou parfois aussi de l'âge adulte, se chercher dans des endroits vraiment où on a été sur le fil, où on a vécu des traumatismes, des accidents de voiture, des annonces qui ont été faites du décès d'un proche, et où là, il y a une espèce de dissociation totale, une sidération, et où on a complètement perdu pied. On peut retourner se chercher dans ces états-là. Revenir rassembler les puzzles, les pièces du puzzle, pour que vous soyez à nouveau entière. Ouais. Puis alors, vous savez, moi, dans ma famille, tout le monde est droit dans ses bottes. Pour vous dire, je suis la seule divorcée de la famille. Mais quand je vous dis de la famille, c'est pas mes sœurs, c'est pas mes parents, c'est tout autour, les cousins, les cousines, etc. Donc moi, je suis le vilain petit canard dans la famille. En plus. Donc moi, je suis celle qui a fait des choses qu'on ne fait pas. Ceci dit, ça, vous n'êtes pas obligé de leur en parler. Là, tout de suite, pour l'heure. Mais jamais. Alors pourquoi vous me parlez de votre famille ? J'ai l'impression qu'effectivement, il m'est arrivé ça, et que moi, il m'arrive toujours des trucs. Il n'y a qu'à vous que ça arrive, en gros. Dans la famille, oui, parce que je suis quelqu'un. Mes sœurs ont réussi. Moi, je me cherche toujours, au niveau professionnel. Voilà, je suis fonctionnaire. Très bien. J'ai pas choisi d'être fonctionnaire. Ma fille est née très tôt, donc j'ai arrêté mes études et j'ai eu la chance de pouvoir être fonctionnaire. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se sont cristallisées pour vous à 12 ans. C'est très jeune, 12 ans. Vous êtes collégienne. C'est le moment ensuite où vous allez choisir les études. Et mine de rien, ça aura impacté beaucoup de choses professionnelles, personnelles, familiales. Dans votre corps aussi. Ouais. Alors j'ai fait une grande dépression il n'y a pas très longtemps. Oui. Il y a 1 an. À la suite de quoi ? À la suite de... J'ai changé en fait de filière dans mon boulot, parce que ça n'allait pas du tout dans la filière où je me trouvais. Il y avait beaucoup de souffrance de mes collègues. Qui étaient harcelés par ma chef. Donc, vos collègues étaient harcelés, mais c'est vous qui avez changé de service ? Ou vous aussi, vous étiez harcelé ? Oui. Non, moi non. Moi non, parce que j'ai un caractère qui fait qu'on ne se frotte pas à moi. Donc moi, ça allait très bien. Mais la souffrance de mes collègues m'a... Parce que moi, je suis une véritable depuis toujours. Bien sûr. Moi, et surtout, la souffrance de vos collègues vous a renvoyé à votre propre souffrance. Et c'est ça, pour vous, qui était impossible à voir. C'est de voir ces gens tous les jours au quotidien souffrir et qui vous a renvoyé... Oui, c'est un terrible miroir pour vous de l'état dans lequel la petite Sophie de 12 ans est à l'intérieur. C'est pour ça que c'était insupportable. Oui. Sauf qu'en fait, fuir en permanence, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Bien sûr. Sauf que quand l'enfer, on dit que c'est un endroit que l'on transporte avec soi. Ouais. Et si c'est vraiment en vous qu'il va falloir aller regarder la personne en souffrance. Osez regarder ça très en face. Mais vous avez déjà fait le plus dur, vous êtes déjà allé voir cette thérapeute et vous êtes déjà allé au moins regarder cette petite Sophie. Mais en fait, le plus dur, c'est pas d'avoir été voir cette thérapeute, parce qu'en fait, elle est pas du tout au courant. Le plus dur, c'est ce que je fais ce soir. Mais je suis bien d'accord avec vous. Je vous trouve extrêmement courageuse, Sophie. Parce que... Vous avez mon profond respect, vraiment. C'est gentil. Mais j'en vaux pas le coup. Oh que si. En plus, j'ai des gens qui m'écoutent. Mais là, il fallait que ça sorte. Alors, là, j'ai pas d'enfant chez moi, là, donc c'est beaucoup plus simple pour moi de parler en plus. C'est les vacances, voilà. Mais c'est compliqué rien que d'y penser, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire ça autrement.
Mais là, il fallait que ça sorte. Ça fait des années que j'écoute Europe 1. Ça me trottait dans la tête. Et puis, pour tout vous dire, pour vous raconter la petite histoire, je vis qu'avec ma dernière qui a 14 ans. Elle est partie en colo ce matin. J'ai dit, ce soir, j'appelle. C'était être seul et complètement libre, voilà, qui a décidé votre coup de fil ce soir. Oui, qu'on m'entende pas surtout. Je crois que c'est raté. En tout cas, ailleurs, on vous a bien entendu. Il y a Val qui vous envoie un petit message qui dit: petit à petit, vous allez apprivoiser votre petite fille intérieure, dit-elle. Cela prend du temps en douceur pour cette petite fille et à un moment, la colère pourra sortir. Bon courage, dit-elle. C'est gentil. Mais il faut que je la visualise, c'est ça surtout. En fait, il faudrait, comme m'a dit ma thérapeute, que j'y pense souvent. Elle m'a dit penser souvent à cette petite fille. C'est ce que Véronique rappelait tout à l'heure en parlant de cette photo d'elle jeune. Ce serait intéressant pour vous de retrouver une photo de vous à l'âge de 12 ans. Et de la garder avec vous, la regarder le soir, de la garder dans un endroit privilégié, en prendre soin, regarder les yeux de cette jeune fille, de cette adolescente. Qu'est-ce qu'ils disent ces yeux? Mais ça, je vais avoir du mal, parce que généralement, là, dans les albums de famille, chez mes parents, je regarde pas, moi. Je regarde pas, je veux même pas la voir, quoi. Enfin, je veux pas me voir à cet âge-là, quoi. Mais il va falloir vraiment aller regarder très en face, Sophie. J'étais tellement jeune. Puis Bien vous sûr. savez, j'ai eu 3 filles en plus. Et je peux vous dire que quand elles ont atteint l'âge de 12 ans, ça a été waouh, quoi. Comment vont-elles, vos filles? Mes filles vont bien. Je croise les doigts. J'espère que j'ai fait au mieux parce que, en fait, je les ai élevées toutes seules. Le père absent. Donc non, j'en ai 2 qui sont déjà parties, là, qui sont très équilibrées. La dernière, c'est un peu plus dur parce qu'en plus c'est ma dernière, donc voilà, je la couvre un peu trop. Mais bon, elle, le divorce, elle était très très petite, elle avait 4 ans, donc il a fallu que je règle beaucoup de choses avec elle parce que elle a effectivement, elle se souvient pas d'avoir vu ses parents ensemble, quoi. Donc voilà, mais bon, je pense qu'elle s'en tire bien, en tout cas au niveau études, au niveau boulot, voilà. Et là, il n'y a pas très longtemps, donc après ma dépression, je sentais que ça allait mieux, et j'ai mis le holà. J'ai dit à mes parents qui habitent à 5 minutes de chez moi, je m'en vais, je pars à 3/4 d'heure de chez vous. Et j'ai tout laissé tomber, j'ai acheté une maison. D'accord. Voilà. Voilà. Ça s'appelle un coup de tête magnifique. Non, c'était pas un coup de tête parce que justement, mais j'ai eu peur. Oh là là, quand on fait ça toute seule, j'ai eu la trouille. Mais j'avais besoin de partir, quoi. Parce que mes parents, je les aime beaucoup. Il y a beaucoup d'amour. Mais là, j'en pouvais plus, quoi. Là, j'en pouvais plus et j'avais vraiment besoin de me retrouver toute seule. Et ça, c'est la décision de toute ma vie, quoi. Bravo encore. Mais il y a Janine qui vous dit bravo pour votre courage de parler ce soir. Bon courage. C'est gentil, merci. Merci beaucoup. Merci. Mais en même temps, c'est étrange parce que quand vous me dites ça, je pensais même pas que c'était du courage, quoi. Alors, il y a Monica qui dit: on vous entend, Sophie, et on a envie de vous serrer dans les bras. Oh, c'est gentil. C'est gentil. Vous savez, il y a quelque chose qui est magnifique, ça s'appelle le podcast d'une émission comme La Libre Antenne. Vous allez pouvoir vous réécouter et réaliser à quel point ce moment a été vrai. Il a existé. Et vous avez parlé, vous avez été entendu. Je comprends. Oui, vous avez Je pense que c'est important pour vous de réécouter l'émission. Ouais. Et ce serait vraiment bien, Sophie, vraiment de rappeler cette thérapeute et d'y aller de manière soutenue, là. Pour vous, pour vos filles. Pour appeler à vous l'homme juste et bon. Le vrai, celui que vous ne ferez pas partir en courant. Pour changer de métier ensuite, changer de travail. Aller vers un travail qui vous considère pleinement. Oui, bien sûr. Il va être magnifique ce virage de vie, Sophie, une fois que vous aurez dépassé ça. Ah, ben j'espère. Oui. J'espère, parce que là,
bon, je souffre un peu quand même de pas avoir un homme dans ma vie, quoi. J'aimerais bien, et puis maintenant, je cherche même plus. Mais quoi, et vous avez raison, parce qu'en fait, c'est pas du tout la priorité, et ça ne sert à rien, j'ai envie de dire, tant que vous n'avez pas dépassé ce sur quoi vous devez, vous allez travailler, et ça ne sert à rien. Oui, parce que de toute façon, en plus, j'en ai même pas envie, quoi, parce que si c'est pour faire du mal à quelqu'un, c'est pas la peine, quoi. Je le vois surtout comme ça. Non, puis là, il faut que vous preniez soin de vous. C'est d'abord vous. Ça, je l'ai compris. Oui, là, ça, je l'ai compris, par contre. Ouais, ça, et puis je l'ai bien. Oh là là. Il y a quelqu'un qui dit chapeau Sophie. Je connais une femme qui a subi un viol aussi et qui le cache encore à ses proches et ça lui gâche encore sa vie. Ouais, enfin moi je me vois pas dire ça. Même ma meilleure amie depuis toujours ne le sait pas, quoi. Et je me vois pas dire ça à ma famille, c'est impossible. Vous verrez, et peut-être que ce sera après, peut-être que ce sera une fois que vous aurez passé un certain temps en thérapie, un jour comme ça, avec les femmes de la famille, pouvoir en discuter, les langues se délient. Et puis parfois, d'autres femmes avouent autre chose aussi, que ça leur est arrivé aussi, malheureusement. Ouais. C'est tellement courant, malheureusement. Ouais, ce point-là, ouais. Vraiment, Sophie, ce serait important que vous mettiez le turbo dans la thérapie pour vite pouvoir amorcer votre beau virage de vie. Ben là, j'ai pris un bon coup sur la tête, là, parce que vous avez dit le mot que je voulais pas entendre. Je sais, j'ai fait exprès. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est déjà un magnifique pas que vous avez franchi ce soir, Sophie. Oui, j'espère, j'espère. Mais vous pouvez en être sûre. Bravo. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite vraiment un très bel accompagnement. Prenez soin de vous surtout. Je vous remercie beaucoup et je vous embrasse aussi. Bonne soirée, Sophie. À vous aussi, au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Anne Cazobon. Et la Libre Antenne se poursuit jusqu'à 1h. On va terminer l'émission avec vous, Serge. Bonsoir, Serge. Bonsoir, Anne. Comment allez-vous ce soir ? Pas très bien. C'est vrai que je flotte un peu. J'étais pas mal il y a quelques années. Quand je vous ai appelé il y a 3 ans, dans un premier temps, j'ai pas mal coulé puisque j'ai perdu la vue. Et puis, Serge, je me permets juste de... Vous avez un petit problème sur la ligne. On vous entend pas très bien. Allô ? Oui. Vous m'entendez mieux ? Il y a comme un peu de friture sur la ligne. Attendez, là, ça va mieux ? On va essayer de faire au mieux. Voilà, ne bougez pas trop. Attendez, ouais. Pourtant, c'est un fixe, là. J'ai un numéro fixe, là. On vous écoute, Serge. Voilà, donc, je vous disais, mon état, je flotte un peu en ce moment. C'est vrai que j'ai bien avancé ces derniers temps, puisque j'ai réussi à retravailler. Avec mon handicap, je suis donc non-voyant depuis 3 ans. Et j'ai réussi à retravailler, à apprendre le braille, à toucher un peu à l'informatique, à aussi refaire un peu de sport. Donc, et puis là, j'ai un petit flottement. C'est vrai que j'ai plus grand chose à faire puisque donc je m'ennuie un peu. Je vis seul et je parlais de la solitude. J'entendais la semaine dernière le témoignage de Marilyn qui disait que ses parents qui perdaient leur autonomie étaient mal. Donc même si je suis pas très âgé, j'ai 53 ans, j'ai l'impression que j'ai du mal à garder cette autonomie que j'essaie sans arrêt de protéger, de peu faire aider. Je vis seul, j'essaie de faire tout seul, mais quand on est non-voyant, à un moment donné, on s'aperçoit que c'est fatigant. Alors vous dites que vous retravaillez, donc vous avez des collègues, vous avez rencontré de nouvelles personnes avec ce travail. Depuis 5 mois, oui, effectivement. Depuis 5 mois. Oui, donc à mi-temps thérapeutique, donc ça m'a beaucoup aidé parce que je m'ennuyais pas mal en fait, et donc j'ai repris cette activité. Donc ça, c'est vrai que donc en tout cas au travail, on peut dire que je suis un peu comme le témoignage, c'était ironique. Ça se voit pas sur mon état d'esprit parce que quand je suis au travail, tout va bien, donc je chante, je plaisante et tout va bien au travail. Quoi. Oui, mais vous incarnez la joie de vivre au travail, donc personne ne peut soupçonner que vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, de vous faire des amis. Et je me suis reconnu aussi au témoignage de Véronique parce qu'effectivement, ça se voit pas. Bon, quand je suis tellement content de travailler que finalement, et puis en revenant chez moi, je me suis battu pour vivre seul, pour être autonome en tant que non-voyant. Mais finalement, la conséquence, c'est qu'au bout du compte, je suis en train de cultiver cette solitude parce que en voulant me protéger, en voulant faire tout seul et ne pas avoir beaucoup d'aide, je me retrouve tout seul, quoi. Donc je suis
Alors, c'est pour ça que j'ai appelé un peu pour avoir éventuellement, à l'époque, il y a 3 ans, quand je vous avais appelé à Europe 1, donc m'avait donné pas mal de contacts, des auditeurs qui m'ont donné quelques tuyaux pour sortir. Pour sortir, notamment, elles m'ont fait découvrir un club de randonnée. OVS, peut-être, vous connaissez OVS, on va sortir. Oui, je connais pas, on m'en a entendu parler. Là, j'avais trouvé donc une association pour non-voyants, et donc ce qui est super, c'est qu'ils faisaient des randonnées pour non-voyants. Et moi qui adore la marche, et donc ça m'a permis de reprendre un peu la marche que j'adorais avant de perdre la vue. Donc vous faites des randonnées en ce moment, vous avez rencontré ce club? Oui, cet été non, puisque c'est fermé en principe donc de septembre jusqu'à juin. Il y avait ce club était intéressant. Le problème c'est que c'est du bénévolat, et qu'est-ce qui se passe, c'est que souvent il y a de moins en moins de volontaires, et du coup il y a de moins en moins de sorties. Ah oui. Alors que moi j'aimais ces randonnées à de bon niveau, puisque j'ai 53 ans, je suis assez sportif, je suis kinésithérapeute. Ah oui. Et donc je me retrouve des fois avec des randonnées qui sont un peu lentes pour moi, et puis ou bien des gens qui sont de moins en moins motivés. Donc on m'a parlé je n'arrive pas à le contacter, ce site Azimut, donc je ne connais pas. Azimut, d'accord. Azimut, oui. Bon, pour les non-voyants aussi, donc pour un club de vacances, pour faire des randonnées et pour pouvoir marcher donc avec des voyants. Et donc je voulais éventuellement en parler à l'antenne, voir si des gens connaissaient ce site et en tout cas cette association. Parce que j'aimerais bien remarcher plus souvent qu'actuellement. Vous cherchez des marcheurs avec vous. Dans quelle région êtes-vous, Serge? Je suis dans le Var. Dans le Var. Oui. On va lancer déjà un appel pour que les auditeurs au 7 39 21 peuvent nous envoyer un message en commençant leur SMS par le mot nuit. Si vous voulez entrer en contact avec Serge, qui est un sportif et qui aime marcher dans le département du 83, le Var. Ouais. Si vous êtes dans cette région-là. On avait fait des raquettes aussi la semaine dernière, l'année dernière, donc et ça a été un plaisir. Moi aussi, je n'arrive même plus à voir. C'est vrai que j'ai porté beaucoup de plaisir aussi les raquettes, les randonnées aussi. Je fais un peu de course à pied avec aussi un partenaire quand il est volontaire et quand il est présent. Donc je reprends un peu la course à pied. Donc c'est vrai que tout ça, ça m'a beaucoup apporté. Et puis là, comme l'été, toutes ces associations, c'est un petit peu, il n'y a pas grand-chose. Oui. Je me retrouve un peu seul. Et puis comme j'ai pas trop de contact à côté du travail, finalement, c'est vrai que vous m'avez parlé du travail. Là, c'est des bons moments pour moi le travail, parce que je vais à mi-temps travailler. Là, c'est que du plaisir, je m'ennuie pas. Mais de retour à la maison, je me retrouve avec ma solitude. Effectivement, c'est un peu plus compliqué. Alors j'entends, on est le 5 août, donc en effet, là, il reste tout le mois d'août un peu à combler, en tout cas en sortie ou en randonnée. Mais est-ce que vous pensez déjà, peut-être, en attendant que les auditeurs nous envoient des messages pour vous, est-ce que vous pensez déjà à la rentrée, à des activités que vous aimeriez faire dans votre région? Est-ce que vous avez déjà commencé à vous renseigner? Oui, donc j'ai contacté aussi une association à Draguignan, qui font un petit peu des sorties, donc ça m'intéresse. Et puis il y a un séjour aussi, fait une journée aussi aux Sablettes près d'hier aussi, c'est le 17, je crois que j'irai aussi. J'essaie un petit peu de répondre à toutes les propositions de sorties, et c'est vrai que par contre les randonnées, ça me plaisait beaucoup. Le problème c'est qu'effectivement il y a moins de volontaires. Tous ces bénévoles, ils sont démotivés puisqu'ils amènent des gens parce qu'à chaque fois qu'il y a un non-voyant, il faut un voyant à côté, donc il faut des volontaires. Oui, comme un binôme qu'il faut former. Voilà. Et les gens se décommandent, alors c'est toujours un petit peu énervant pour ces gens fabuleux, ces bénévoles qui font. Alors du coup, ils découragent un peu et du coup, il y a de moins en moins de sorties. Mais Serge, dites-moi, vous dites que vous êtes non-voyant depuis 3 ans. Avant cela, vous aviez des amis, des contacts, des relations, une vie sociale? J'étais peut-être pas beaucoup, comme vous dites. Là aussi, j'avais mon travail, mais sorti du travail, j'étais assez seul. Alors, je partais aussi en montagne, marchais beaucoup, mais j'étais assez seul. Et donc, le problème, c'est que ça me gêne plus maintenant que je suis handicapé. Finalement, à l'époque, après mon divorce en 2007. J'ai vécu seul depuis, donc j'avais quelques rencontres, mais passagères. Et donc, ce qui fait que j'ai assez seul. Et je m'aperçois que c'était un combat pour moi, la solitude, parce que là aussi, depuis mon handicap, j'ai montré aux gens que j'arrivais à me débrouiller tout seul, effectivement, que je vivais tout seul dans une maison, que j'arrivais. Mais je m'aperçois que c'est pas bon, parce que je suis rond seul, et puis du coup, je m'habitue avec cette solitude, et puis j'ai du mal à recréer des contacts. Donc les gens peut-être même viennent plus vers moi parce qu'ils savent que je me débrouille tout seul. Donc du coup, je l'ai souvent revendiqué, et c'est pas bon pour moi, parce que j'ai entretenu j'entretiens
cet état d'esprit. Donc c'est sûr qu'avant j'avais aussi une vie seule quand même, mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué maintenant à gérer pour moi. Peut-être que c'est parce que je vieillis aussi. Et si vous organisez, je sais pas, un petit dîner à la maison ou un petit café, un goûter, quelque chose où vous montrez aux gens que vous les invitez, vous savez, après les invitations se rendent, ça peut déjà peut-être amorcer quelque chose. Oui, vous avez bien raison. J'aime bien ce proverbe qui dit: tu as envie d'être invité, invite à ton tour. Tu as envie qu'on te donne des nouvelles, toi aussi passe un coup de fil. C'est ça aussi, on attend parfois que les gens viennent à nous. Alors c'est vrai que dans votre situation, je comprends que ce soit pas simple, mais si déjà peut-être vous lancez auprès des collègues, voilà, un verre en sortie de bureau ou quelque chose le temps d'un week-end, je sais pas, si vous avez un jardin avec un barbecue, ou peut-être que vous pouvez organiser une randonnée et le proposer déjà à vos collègues. Oui, non, vous avez raison. Et puis c'est un petit peu mon défaut. Vous voyez, c'est tendance à faire si les gens viennent faire moi, je vais pas faire les autres. Même quand j'y voyais, c'était comme ça. Alors maintenant, je m'isole encore plus. Oui, c'est ça. Le handicap n'a rien changé à finalement cette nature que vous aviez déjà. Oui, absolument. Et paradoxalement, je dirais même que je suis un peu moins décoincé depuis que je suis non-voyant, parce que il n'y a plus la vue, donc qui fait que je vais quand même vers les gens, même si c'est relatif. Par rapport à avant, finalement, je suis un peu moins coincé. C'est fou, ça. Mais effectivement, je reste encore dans mon attitude de solitaire. Après ma vie de famille, j'ai vécu avec 4 enfants jusqu'en 2007, donc marié. Et puis après ça, pour la séparation, je pense que j'ai pas recréé donc la vie de famille. Donc mais vos enfants sont dans les parages, sont pas très loin? Il y en a une qui est pas loin, mais les 3 autres ils sont dans le sud-ouest, donc ils sont assez loin. Je les vois moins. Vous voyez, ils sont dans la vie active maintenant, donc c'est vrai que je les force pas trop aussi à venir me voir. Et du coup, je suis assez effectivement. Bon, je suis content parce qu'ils sont casés, comme on dit, ils ont un boulot, c'est pas mal. Ils sont à peu près équilibrés maintenant. Je suis ravi. Voilà, quant à moi, effectivement, j'ai pas l'impression d'être complètement trop vieux à 53 ans et il faut que je me relance. Alors Serge, je vous confirme, vous n'êtes pas du tout vieux à 53 ans. Et de deux, vous avez l'air extrêmement sportif. Surtout, c'est magnifique, tout ce sport, ces courses, ces randonnées que vous faites. Ah, ça me tient bien, ça. C'est vrai que ça m'apporte beaucoup. Donc c'est vrai que c'est... Et quelque part, c'est européen, parce qu'il y a 3 ans, quand je vous ai appelé, je faisais part de ma solitude, et puis j'étais vraiment dans le trou, parce que j'étais non-voyante. Donc et là, c'est un peu grâce à des auditeurs européens qui m'ont dit, mais ils m'ont donné des associations, des dons, et puis grâce à eux, j'ai pu recréer un contact, et du coup, me réinscrire dans un club pour recommencer à marcher. Et ça, c'était pas mal, quoi. Ouais. Donc, il y a Cathy qui a envoyé un message qui dit: j'avais un ami qui faisait du tandem avec un kiné aveugle. C'est peut-être possible pour vous? Oui, ça j'ai pas essayé ça. On m'a parlé de l'aviron, mais donc le tandem, effectivement, c'est vrai que je faisais beaucoup de vélo aussi avant quand j'y voyais. Donc effectivement le tandem. Alors j'ai refait la course à pied récemment, et d'ailleurs j'ai fait une petite compétition. J'étais heureux comme tout parce que j'étais pas mal classé en plus avec une personne qui courait à côté de moi, quoi, voyant, quoi. Ça m'a bien plu. Mais le tandem, effectivement, j'ai pas encore essayé ça. Donc oui, il y avait ce magnifique film avec Rachida Brakni. Et sur justement une jeune femme aveugle, je crois, ou c'était un jeune homme aveugle qui courait comme ça en tandem à 2, ils se passaient le relais, c'était très beau. Voilà, qui était vraiment sur le sujet, en effet, où du coup le sport se pratique à 2, une fois qu'on est non-voyant. Donc c'est vrai que pour vous, il faut que vous trouviez votre binôme. J'ai envie de dire binôme, alors et peut-être ça peut être une partenaire, c'est un peu ça. En tout cas, les messages sont lancés, Serge. On a envoyé vraiment. Voilà, vous habitez, je rappelle, vous avez 53 ans, vous êtes kiné et sportif, et vous habitez le Var, et vous êtes ouvert à toute randonnée dans la nature, à des marches, du tandem éventuellement, du vélo, à peu près tout. J'étais sensible à votre témoignage quand vous avez parlé la semaine dernière de la personne. Vous étiez en montagne, assez haut, en altitude, et vous avez rencontré un vieux monsieur qui préférait dire, moi, je suis autonome, donc, et même si ça vous paraissait difficile, parce qu'apparemment il était âgé, vous disiez, mais il était à cette altitude, et pourtant, et je comprends ce combat qu'on a d'être encore autonome, même si on a envie de montrer que, donc c'est... Et ce qui est important, c'est le chemin, et pas forcément d'arriver jusqu'en haut. C'est ça qui est beau. Merci beaucoup, Serge. C'est gentil, et merci beaucoup, Anne. Très belle soirée à vous. Merci à tous pour tous vos témoignages ce soir encore sur la libre antenne d'Europe 1. Je vous embrasse bien fort et je vous donne rendez-vous demain à 23h. Mais pour l'heure, il est 1h sur Europe 1. Et je vous laisse en compagnie de Christophe Ondelat pour Ondelat raconte.